C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce mercredi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Moscou veut doubler sa production d'armes à guidage de précision. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. L'alliance AUKUS entendait par là Australie, Royaume-Uni et États-Unis pour le renforcement de la position militaire de l'Occident dans le Pacifique suscite la colère de Pékin et de Moscou. Les deux capitales ont vivement protesté ce mardi. Au Malawi, les morts du cyclone Freddy se comptent par centaines. L'on dénombre au moins 200 morts. De nombreux disparus croulent toujours sous les coulées de boue. L'actualité militaire dans l'Est de l'Europe revient encore à la une de ce journal. En Russie, le ministre de la Défense Sergei Shoigu a ordonné ce mardi le doublement de la production des armes à guidage de précision lors de sa visite dans une usine d'armement. Pendant ce temps, les combats se font de plus en plus violents dans le Donbass en Ukraine, notamment à Bakhmout. La ville de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine a de nouveau été la cible de bombardements russes ce mardi. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés. De nombreux immeubles ont été endommagés. Situé près de Bakhmout, devenu l'épicentre des combats, Kramatorsk joue le rôle de centre régional depuis l'occupation de la ville de Donetsk en 2014 par les forces russes et pro-russes, et est régulièrement la cible de frappes. Alors que la Russie continue de pilonner sans relâche l'Ukraine, le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a ordonné le doublement de la production d'armes à guidage de précision lors de sa visite chez l'un des principaux fabricants d'armes russes. En attendant, les combats continuent de faire rage dans l'est de l'Ukraine. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a fait état ce mardi de 35 frappes aériennes et 76 tirs de roquettes russes, indiquant également avoir effectué une dizaine de frappes visant des troupes ennemies et des dépôts de munitions. L'aviation russe serait-elle à l'origine de la chute d'un drone américain ce mardi en mer Noire? Washington accuse formellement un avion de chasse russe d'avoir percuté l'engin sans pilote, une version des faits que nie Moscou, dont l'ambassadeur aux États-Unis a été immédiatement convoqué. Un drone américain a été endommagé ce mardi au-dessus de la mer Noire après avoir été intercepté par deux avions de chasse russes. Que s'est-il passé exactement? Côté américain, on indique qu'un jet russe a volontairement percuté le drone, ce qui a provoqué sa chute. Les autorités américaines ont immédiatement convoqué l'ambassadeur russe à Washington pour des explications. Côté russe, on assure que les deux avions de chasse n'ont pas heurté le drone et n'ont donc pas entraîné sa chute. En tout cas, cet incident, en pleine guerre en Ukraine, fait craindre une escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie. Moscou et Pékin ne sont pas du tout prêts à accepter la nouvelle donne militaire qui se dessine dans le Pacifique. Ce mardi, les deux capitales ont vivement protesté contre la conclusion entre Washington, Londres et Canberra d'un accord nucléaire dans le Pacifique. L'Australie devrait d'ailleurs se doter dès 2030 de 3 sous-marins à propulsion nucléaire commandés auprès des États-Unis. Reportage. La Chine et la Russie n'ont pas tardé à réagir après le lancement du programme de coopération sur les sous-marins nucléaires des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Baptisé AUKUS, il vise à réorganiser la présence militaire occidentale dans le Pacifique au moment où la Chine y affirme ses ambitions. 美英澳建立所谓的三方安全伙伴关系，推进核潜艇及其他尖端军事技术合作，这是典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛。 破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定。爱好和平的国家对此表达了严重关切和坚决反对。美英澳发布的最新联合声明表明 Вообще англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы. L'Agence internationale de l'énergie atomique a de son côté promis d'être vigilante concernant les risques de prolifération. Difficile à détecter, les sous-marins à propulsion nucléaire peuvent parcourir de grandes distances pendant de longues périodes et embarquer des missiles de croisière sophistiqués. Mais ils ne porteront pas d'armes nucléaires, selon le président américain Joe Biden.
La lutte contre l'immigration clandestine, la crise en Ukraine ou encore le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, voilà autant de sujets qui ont meublé ce mardi les échanges entre la chef du gouvernement danois Mette Frederiksen en visite au Caire et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Plus de détails dans ce reportage. La lutte contre l'immigration clandestine a dominé les échanges entre la première ministre danoise et le président égyptien lundi au Caire. L'Égypte ne sera pas un point de passage pour les candidats au départ vers l'Europe, a promis Abdel Fattah al-Sisi. Le conflit russo-ukrainien a aussi été évoqué. Nous avons également parlé de la crise russo-ukrainienne et de l'importance d'y trouver une solution qui contribue à réduire les tensions, mais aussi en raison de ses grandes répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre région et du monde entier. Abdel Fattah al-Sisi et Mette Frederiksen ont par ailleurs cerné les contours d'une coopération entre leurs deux pays en matière d'énergie renouvelable et d'initiatives environnementales. On reste en Égypte pour évoquer ces futures négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens qui devront se dérouler dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Ces pourparlers organisés sous l'égide de l'Égypte visent à faire baisser les tensions entre les deux parties dans un contexte de recrudescence des violences. Belle tentative d'apaisement. Après le sommet d'Aqaba il y a 2 semaines, Israéliens et Palestiniens devraient de nouveau se rencontrer dans les prochains jours, à Sharm el-Sheikh cette fois, toujours sous l'égide des Américains, des Jordaniens et des Égyptiens. Objectif, apaiser les tensions à l'approche du Ramadan, période généralement propice à un regain de violence dans la région. Côté israélien, les discussions devraient notamment être conduites par le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, le chef du Shabak, Ronen Bar, Ghassan Alian, le coordinateur des actions gouvernementales dans les territoires et le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ronen Levy. Lors du sommet précédent, les Palestiniens avaient présenté une longue liste de demandes telles que l'arrêt de l'entrée des Israéliens dans la zone A, le gel du durcissement des conditions des prisonniers sécuritaires et la restitution des corps de tous les terroristes détenus par Israël. Les Israéliens ont quant à eux présenté un document contenant 12 mesures unilatérales prises par les Palestiniens, telles que des recours devant la Cour pénale internationale, et ont demandé qu'elles soient retirées. Les États-Unis, la Jordanie et l'Égypte pensent de leur côté qu'il faut laisser les listes de revendications de côté et se concentrer sur le dialogue. Après le sommet d'Aqaba, les représentants israéliens avaient affirmé qu'ils avaient exposé leurs demandes et que les Américains, tout comme les Égyptiens et les Jordaniens, avaient bien pu voir qu'Israël n'était pas l'élément perturbateur de la région. Au Sénégal, la tension politique reste vive à 1 an de la présidentielle. Ce mardi, des milliers de partisans du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, ont manifesté à Dakar au cours d'un meeting animé par l'opposant en proie à des poursuites judiciaires. Le point avec la rédaction d'Africa News. Plusieurs milliers de partisans de l'opposition sénégalaise étaient rassemblés mardi à Dakar. Première étape d'une séquence à risque avec des marches annoncées dans le pays ce mercredi et le procès pour diffamation prévu jeudi de l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier a appelé ses soutiens à venir massivement au tribunal jeudi après avoir dénoncé une instrumentalisation de la justice. Je me fiche des institutions de Macky Sall, je me fiche de la République de Macky Sall et je me fiche de la justice de Macky Sall. Car c'est lui qui est hors la loi dans ce pays. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'aller au tribunal jeudi. Je demande à tous ceux qui sont ici de venir au tribunal. L'audience est publique. De toute façon, ils ne peuvent pas juger cette affaire le 16 et il n'y a pas de raison de se précipiter. Dans le quartier populaire de la capitale où se tenait le meeting, des militants ont afflué tout l'après-midi, t-shirts et casquettes à l'effigie d'Ousmane Sonko. Nous on aime Sonko. Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne qui quitte le pouvoir. Il n'y aura pas 3e mandat. Sinon, c'est la guerre. Les dossiers judiciaires ouverts contre Sonko et l'hypothèque qu'ils font peser sur sa candidature à la présidentielle sont source de crispation au Sénégal, tout comme le doute que le président Macky Sall entretient sur son intention ou non de briguer un 3e mandat. Au Malawi, les corps sans vie des victimes du cyclone Freddy qui s'est abattu sur le pays le week-end dernier continuent de s'empiler. Déjà 200 pertes en vies humaines sont recensées. De nombreuses autres personnes sont toujours portées disparues. On fait le point dans cet élément.
Sous une pluie constante, ces habitants font la queue devant une morgue. Ils sont venus identifier les corps de leurs proches. Des dizaines de personnes ont été tuées après le passage du cyclone Freddy au Malawi. Plusieurs autres sont toujours portés disparus. Vous voyez cette zone? Elle était remplie de maisons. Toute la zone ici, à partir de là-haut, les gens ont disparu. Les gens ont disparu, les choses ont disparu, tout a disparu. Il y a beaucoup de cadavres dans la boue, beaucoup de cadavres. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. L'enfant était enfoncé dans la boue jusqu'au cou. Elle appelait à l'aide. Même si l'eau coulait très fort. Nous avons réussi à traverser et à la sauver. C'était très difficile, mais nous avons réussi à la sortir de là. Le cyclone Freddy a ravagé le Malawi ce week-end, provoquant des glissements de terrain et des inondations. Des routes éventrées et des maisons entières englouties dans les glissements. De nombreux habitants sont toujours privés d'électricité. Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle dans le sud du pays et, faute de moyens, en appellent à l'aide internationale. Après s'être formé au large de l'Australie début février, Freddy a traversé l'océan Indien et a frappé la région une première fois, fin février. Le Malawi, mais aussi le Mozambique et Madagascar. Freddy est l'un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés dans l'hémisphère sud. L'Espagne veut doter ses campagnes d'énergie renouvelable afin d'améliorer ses paysages. Bientôt, de vastes espaces en milieu rural seront alimentés en énergie solaire et éolienne grâce à la construction de parcs sur des dizaines de milliers d'hectares, une initiative qui fâche certaines associations. Les champs de Mentrida, au sud-ouest de Madrid, sont essentiels à des centaines de personnes qui vivent de l'agriculture, de l'élevage ou du tourisme. Mais bientôt, ils laisseront place à une mer de panneaux solaires. Touchée par un exode massif, l'Espagne rurale se tourne vers les énergies renouvelables. Dans la municipalité de Tolède, les parcs solaires affecteront un tiers du territoire. Mais des voix s'élèvent contre ces projets. ¿Qué nos van a hacer? ¿Destrozar nuestro campo, nuestra forma de vida agrícola de muchos pueblos? ¿Para qué? Para que otras industrias tengan la energía a cambio de destrozar todo el campo de algunas comarcas de España. Plus de 200 associations de citoyens se sont unies contre ces projets d'énergie renouvelable. Selon elles, ceux-ci vont détruire le paysage et ne créeront aucun emploi. Le gouvernement a pourtant donné son feu vert à 182 macro-fermes éoliennes et solaires, qui couvriront une superficie de 53 000 hectares. En Égypte, la morosité économique se fait durement ressentir sur les préparatifs du Ramadan. Face à l'inflation, les populations ont du mal à dégager les moyens qu'il faut pour se procurer les fameuses lanternes. C'est ce que nous dévoile ce reportage. À environ un mois du Ramadan, certaines personnes en Égypte font déjà leurs achats en prévision du mois sacré pour tenter d'étaler les dépenses, plus élevées cette année en raison de l'inflation. Les fabricants de lanternes métalliques appelées fanou en arabe peinent à vendre leurs produits. Les clients semblent préférer des lanternes importées de Chine et moins chères. Beaucoup de gens sont incapables d'acheter des produits de première nécessité pour le Ramadan et s'ils décident d'en acheter, ce ne sera pas dans les mêmes quantités qu'ils avaient l'habitude d'obtenir chaque année. Les prix sont un facteur important dans la décision d'acheter ou non des produits pour le Ramadan. Les prix ont doublé par rapport à l'année dernière. C'est une surcharge pour beaucoup de gens d'acheter des lanternes et des fournitures pour le Ramadan. Le gouvernement égyptien a proposé par l'intermédiaire du Conseil national des femmes une alternative abordable aux cadeaux et lanternes importées. Un atelier pour former les femmes à la fabrication de lanternes du Ramadan à l'aide de perles a été ouvert. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Togo ont chuté de 50%. Ces données sont dévoilées par la BCEAO qui s'appuie sur des statistiques allant de la période 2017 à 2021. Des chiffres qui suscitent néanmoins le scepticisme de certains experts pour qui l'exploitation de flux illicites pourrait fausser les données dont dispose l'institution bancaire.
De 66,7 milliards de francs CFA en 2017 à 29,2 milliards de francs CFA en 2021, les exportations ivoiriennes de marchandises vers le Togo ont connu une diminution significative de 50%, notons auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Quant au Togo, il n'a exporté vers la Côte d'Ivoire que 4,3 milliards de francs CFA de marchandises en 2021 contre 11,6 milliards de francs CFA en 2017. Quand on voit l'importance des flux sur le corridor Lagos-Abidjan, on peut en déduire que le commerce entre le Togo et Abidjan est très dynamique et que les chiffres là ne reflètent pas la réalité. Cette baisse n'est pas tellement visible, peut-être seulement au niveau des énergies, où le Togo a fait un effort d'autosuffisance. À mon avis, les échanges se portent très bien entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Toutefois, la BCEAO révèle que les données officielles ne reflètent pas l'intégralité des échanges commerciaux en raison de l'utilisation importante de circuits non officiels dans les échanges entre les pays voisins de la région. Selon les Nations Unies, le commerce entre le Togo et la Côte d'Ivoire est beaucoup plus dynamique que ce que rapporte la Banque centrale. La BCEAO n'arrive pas à intégrer toutes les données réelles de nos économies. Le poids de l'informel étant très élevé dans nos économies, il ne serait pas étonnant qu'au lieu d'une baisse, que ce soit plutôt une augmentation des échanges. Il faut le rappeler, les échanges commerciaux intracommunautaires dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont repliés de 0,7% pour s'établir à 2663,9 milliards de francs CFA en 2020. Néanmoins, l'économie de l'Union a réussi à se remettre du choc lié à la pandémie de Covid-19 avec une croissance attendue de 7,9% en 2023. On part pour la Chine où de nombreux jeunes Africains subissent une formation dans le cadre des ateliers Luban. Ces travaux visent à accroître leur potentiel en matière de nouvelles technologies, un savoir-faire qu'ils devraient répercuter dans leur pays. On suit ce reportage. De futurs professionnels originaires de divers pays africains acquièrent des compétences professionnelles essentielles en Chine. Dans les ateliers de Luban, dans le nord du pays, nombre de ces jeunes espèrent pouvoir réaliser leurs rêves et contribuer au développement économique et social de leur pays d'origine. La première chose est que le système d'ateliers Luban et les centres de formation contiennent des technologies de pointe. Vous pratiquerez immédiatement ce que vous avez appris. Nommé d'après le légendaire maître chinois de l'artisanat de bois, Luban, les ateliers visent à partager la technologie et l'expérience chinoise avec le monde en utilisant une approche pratique pour assimiler les compétences. De nos jours, tous les secteurs manufacturiers utilisent des robots et des capteurs. Ces choses aideront mon pays à se moderniser. Cette robotique que nous apprenons ici, nous pouvons l'appliquer à de nombreuses entreprises. Quand je retournerai dans mon pays, je veux être une personne plus compétente et je veux travailler dans différents types de parcs industriels. Alors que l'initiative Belt and Road, proposée par la Chine, entre dans sa 10e année, de plus en plus d'étudiants et de professionnels africains participent au cours de l'atelier Luban, tant en Chine que sur leur continent d'origine. Ce mot de sport avant de conclure, la FIFA a présenté ce mardi à Kigali au Rwanda le nouveau format de l'organisation de la Coupe du Monde dont la mise en œuvre devrait se faire dès le mondial nord-américain en 2026. 12 poules de 4 équipes seront constituées pour disputer le tournoi. Les précisions dans cet élément. Le nouveau format du mondial 2026 de football a été présenté par le Conseil de la FIFA réuni à Kigali avant son congrès. Co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la compétition sera composée de 104 matchs au lieu de 64. Un nombre de rencontres qui permettra à chaque équipe de disputer un minimum de 3 matchs chacune. Entériné en 2017, le passage de la Coupe du Monde masculine de football de 32 à 48 équipes à partir de 2026 obligeait à revoir le format. Ce dernier prévoit donc 12 phases de poule de 4 équipes. La FIFA a bloqué à 56 jours la période de mise à disposition obligatoire des participants, comme en 2010, 2014 et 2018, alors qu'elle avait été raccourcie lors du mondial de 2022 au Qatar. La durée du tournoi nord-américain n'est pas encore connue, mais les participants rejoindront leur sélection le 25 mai pour une période de préparation écourtée. La finale est programmée le 19 juillet 2026.
C'est ici que s'achève l'édition de l'information de ce mercredi sur A12 Télévision. Merci de votre attention. On se dit au revoir et à demain.